Chapitre 98. Conformément à la lettre que je lui avais écrite, ma mère, qui s'ennuyait autant de moi, au moins que je m'ennuyais d'elle, avait traité de son bureau de tabac, puis mis en vente une partie de nos pauvres meubles, et m'annonçait qu'elle arrivait à Paris avec son lit, une commode, une table, 2 fauteuils, 4 chaises et 100 louis de numéraire. 100 louis, c'était juste le double d'une année de mes appointements. Cela nous faisait 2 ans à 2400 francs par an. D'ici à 2 ans, on aviserait. Au reste, il était d'autant plus important d'aviser que le 20 juillet 1824, tandis que le duc de Montpensier venait au monde au Palais Royal, il me naissait à moi un duc de Chartres, place des Italiens numéro 1. C'était une des raisons qui, jointe à l'exiguïté de la chambre jaune, où il m'était impossible d'installer ma mère, me forçait à chercher un nouveau logement. La recherche de ce nouveau logement était chose grave. Trop près du Palais Royal, les logements étaient bien chers. Trop loin du Palais Royal, les 4 courses que j'avais à y faire par jour amèneraient une grave détérioration de bottes et de souliers. Toute dépense est lourde à un homme qui gagne 4 francs 5 sous par jour. J'avais bien 2 ou 3 pièces en train avec Leuven, mais j'étais forcé de m'avouer que, probablement, de Leuven, qui n'arrivait pas à soulier, reconnu pour être le plus fort de nous tous, n'arriverait pas davantage avec moi. Son bon vieillard avait été refusé au gymnase, sa pauvre fille avait été refusée au vaudeville, et son château de Kenilsworth n'avait pas été même lu, mademoiselle l'évêque n'ayant pas le temps en ce moment-ci de s'occuper d'un nouveau rôle, comme elle l'avait si élégamment répondu, et la Porte Saint-Martin ayant reçu un mélodrame sur le même sujet. Il fallait donc, ainsi que je l'ai dit, pourvoir, en attendant, un logement qui ne fût pas trop éloigné et qui ne montât point à un prix trop élevé. Je me mis en quête et je trouvai cela faubourg Saint-Denis, numéro 53, dans la maison attenante à celle du Lion d'Argent. Nous avions au second, sur la rue, un appartement composé de 2 chambres, dont une à cabinet, d'une salle à manger et d'une cuisine. Nous payions tout cela 350 francs, ce qui, nous ne tardâmes pas à nous en apercevoir, était encore fort cher. Enfin, toute chose arrêtée, ma mère mit ses meubles au roulage et arriva, combinant leur arrivée avec la sienne. Ce fut une grande joie pour nous deux de nous trouver réunis. Cette joie de sa part n'était pas exempte d'une certaine inquiétude. Elle ne pouvait croire à tous mes projets et espérer toutes mes espérances. Elle avait derrière elle l'épreuve d'une longue et triste vie, passée tout en déception et en douleur. Je la rassurai de mon mieux, et pendant les 4 ou 5 premiers jours, pour lui faire Paris plus doux, j'employai toute mon influence sur M. Houdard, sur M. Arnaud et sur Adolphe de Leuven pour lui procurer des billets de spectacle. Au bout d'une semaine, nous étions établis dans notre coin, et aussi accoutumés à notre nouvelle vie que si nous ne nous étions jamais quittés. Au même étage que nous, mais de l'autre côté du palier, logeait un brave garçon d'une 40aine d'années, employé dans un ministère. On le nommait Després. C'était un des membres les plus assidus du caveau. Il faisait des chansons de l'école de Brasier et d'Armand Gouffet. Il avait eu 1 ou 2 pièces jouées à des théâtres inférieurs. Il s'en allait mourant de la poitrine. Comme après le paiement de 2 termes, nous nous étions aperçus déjà que notre logement était trop cher pour nous, « Attendez que je sois mort, nous dit-il, cela ne peut tarder bien longtemps. Vous prendrez le mien qui est de 230 francs et qui est très commode. » Effectivement, 6 semaines après, il mourut, avec cette douce tranquillité et cette calme philosophie que j'ai trouvée chez presque tous les hommes dont la vie avait été hantée sur le XVIIIe siècle. Ainsi qu'il l'avait dit, son logement était resté vacant, nous le prîmes et nous nous trouvâmes installés selon nos moyens. Cependant, les affaires politiques marchaient leur train. Monsieur de Villèle, que mon ami Méry devait rendre célèbre et qui, de son côté, devait rendre célèbre mon ami Méry, Monsieur de Villèle partageait l'influence politique avec Monsieur de Chateaubriand, et l'on voyait depuis 2 ans cette alliance étrange des chiffres avec la poésie. Une pareille alliance, on le comprend bien, ne pouvait durer longtemps. La brouille se mit entre les 2 ministres à propos de 2 lois.
Monsieur de Chateaubriand croyait affermir la monarchie avec la loi de la septennalité. Monsieur de Villèle croyait enrichir l'État avec la loi sur la conversion des rentes. La loi sur la conversion des rentes fut repoussée par la Chambre des Pairs à la majorité de 128 voix contre 94. On remarqua que M. de Chateaubriand, qui paraissait contraire à la loi, ne monta point à la tribune pour la défendre. On assure même qu'il vota contre. Cette opposition contre le président du Conseil fut punie avec la brutale grossièreté particulière aux hommes d'argent. Le matin de la Pentecôte, au moment où M. de Chateaubriand se rendait au château pour assister à la messe, il reçut l'avis qu'un paquet très pressé l'attendait à son ministère. Il s'y rendit aussitôt et y trouva, en effet, une lettre du président du Conseil ainsi conçue. Monsieur le vicomte, j'obéis aux ordres du roi et je vous transmets l'ordonnance ci-jointe. L'ordonnance jointe était un congé en bonne forme. 10 minutes après, M. de Villèle avait de son côté reçu la réponse de M. de Chateaubriand. La lettre du ministre des Affaires étrangères ne le cédait point en laconisme à la lettre du ministre des Finances. La voici. Monsieur le comte, j'ai quitté l'hôtel des Affaires étrangères, le département est à vos ordres. Il y avait juste 15 mots dans la lettre, 15 mots dans la réponse. C'était la faute des mots et non celle de M. de Chateaubriand si la réponse contenait 4 lettres de plus. Ce renvoi fut profondément amer à l'auteur du génie du christianisme, et ce fut à cette occasion qu'il dit le mot que nous croyons déjà avoir rappelé. Je n'avais cependant pas volé la montre du roi sur sa cheminée. L'ordonnance avait été écrite par M. de Renneville, ce secrétaire qui, au dire de Méry et de Barthélemy, auquel nous allons venir tout à l'heure, était cousu au pan de l'habit de M. de Villèle. Monsieur de Renneville, dit Chateaubriand dans ses mémoires, Monsieur de Renneville, qui est assez bon pour paraître encore embarrassé devant moi, et mon Dieu, est-ce que je connais Monsieur de Renneville, est-ce que j'ai jamais songé à lui? Je le rencontre assez souvent. S'est-il une fois ou l'autre aperçu que je savais que l'ordonnance qui m'avait rayé de la liste des ministres était écrite de sa main? Il y avait sous l'Empire des hommes assez lâches pour se couper l'index afin de ne point être soldats. Il devrait y avoir des hommes assez braves pour se couper la main et ne pas écrire. Pendant ce temps, au reste, Dieu signait une ordonnance qui prescrivait à Louis XVIII de sortir de ce monde, presque aussi brusquement que M. de Chateaubriand était sorti du ministère. Déjà, à la fête de la Saint-Louis, le roi était souffrant. On l'engageait à ne point recevoir, à cause de la fatigue qui pourrait en résulter pour lui. Mais, toujours sentencieux, le roi répondit « Un roi de France peut mourir, il ne doit jamais être malade. » Comme s'il eût voulu rendre la route plus facile à son successeur, Louis XVIII, à propos du rejet du pourvoi du ministère public dans l'affaire de l'Aristarque, venait de remettre en vigueur la loi du 31 mars 1820 et celle du 26 juillet 1821, c'est-à-dire que la censure était rétablie. Il est curieux de voir combien, lorsque les rois en arrivent là, ils sont près de leur mort ou de leur chute. Le rétablissement de la censure produisit une sensation terrible. Aucun homme de lettres, ce qui fait honneur aux hommes de lettres de l'époque, n'osa accepter et exercer publiquement les fonctions de censeur. On fut obligé d'organiser une commission secrète placée sous la présidence du conseiller d'État, directeur général de la police. Monsieur de Chateaubriand se jeta alors publiquement dans l'opposition et fit paraître ses lettres sur la censure. Pendant quelques jours, les feuilles de l'opposition libérale et royaliste n'offrirent que des colonnes blanches à leurs abonnés. Ce fut le lendemain du jour où Louis XVIII avait dit « Un roi de France peut mourir, il ne doit jamais être malade », c'est-à-dire les 27 et 28 août, dans ces 2 dernières promenades à Choisy, que Louis XVIII s'aperçut qu'il lui fallait sérieusement songer à la mort. Cependant, il continua à donner des audiences, de présider son conseil, de diriger le travail des ministres avec un courage que l'on ne peut s'empêcher d'admirer, quand on pense à ce qu'il a dû souffrir de la décomposition de ses jambes, dont les tissus cellulaires, musculeux et même osseux étaient confondus.
Le pied droit surtout et le bas de la jambe, jusqu'à hauteur du mollet, étaient sfacellés. Les os en étaient ramollis et 4 orteils en étaient détachés. Ce ne fut que le 12 septembre, après une consultation de médecin tenue le soir, qu'il fut décidé qu'on ne pouvait cacher plus longtemps à la France l'état de son roi. Jusque-là, Louis XVIII, fidèle aux principes émis par lui, s'y était refusé. « Vous ne savez pas, disait-il, ce que c'est que d'annoncer à un peuple la maladie d'un roi. Il faut alors fermer les bourses et les spectacles. Mon agonie sera longue et je ne veux pas faire souffrir si longtemps les intérêts publics. » Enfin, le 13 septembre au matin, parurent, à la fois dans le Moniteur, 2 bulletins signés des médecins et du premier gentilhomme de la Chambre. Ils annonçaient la maladie du roi et laissaient bien voir que cette maladie était sans remède. À la suite du second bulletin venait cette ordonnance que Louis XVIII craignait tant sur la fermeture de la bourse et des théâtres. C'étaient les premiers bulletins que la France eût lus depuis un demi-siècle, c'est-à-dire depuis la mort de Louis XV. C'étaient les derniers qu'elle devait lire. Premier bulletin de la santé du roi, aux Tuileries le 12 septembre à 6 heures du matin. Les infirmités anciennes et permanentes du roi ayant augmenté sensiblement depuis quelque temps, sa santé apparut plus profondément altérée et est devenue l'objet de consultations plus rapprochées. La constitution de sa majesté et les soins qui lui sont donnés ont entretenu longtemps l'espérance de voir sa santé se rétablir dans son état habituel, mais on ne peut se dissimuler aujourd'hui que ses forces n'aient considérablement diminué et que l'espoir que l'on avait conçu ne doive aussi s'affaiblir. Signé Portal, Alibert, Montaigu, d'Istel, depuis train Thévenot. Le premier gentilhomme de la chambre du roi, comte de Damas. Deuxième bulletin, 9 heures du soir. La fièvre a augmenté pendant cette journée. Il est survenu un grand froid dans les extrémités. La faiblesse s'est accrue ainsi que l'assoupissement. Le pouls a constamment été faible et irrégulier. Signé Portal, Alibert, Montagu, d'Istel, Dupuytren, Thévenot, le premier gentilhomme de la chambre du roi, comte de Damas. Vu l'état de la santé du roi, tous les théâtres et lieux de divertissement public ainsi que la bourse seront fermés jusqu'à nouvel ordre, et des prières publiques seront faites dans toutes les paroisses. Le 16, à 4 heures du matin, Louis XVIII rendait le dernier soupir. La veille, il avait fait venir les 2 enfants de France et les avait bénis. Puis, se retournant vers son frère, qui allait échanger son titre de comte d'Artois contre celui de Charles X, et lui montrant le duc de Bordeaux, « Mon frère, lui avait-il dit, ménagez bien la couronne de cet enfant. » Cette terreur pour l'avenir de son neveu était-elle un pressentiment que Dieu envoyait au moribond à son moment suprême? Il avait rassemblé toutes ses forces pour prononcer ces dernières paroles. Bientôt la respiration devint râleuse et le pouls intermittent, puis se déclara une crise à la suite de laquelle le roi retomba dans un calme effrayant. À 2 heures du matin, le battement du pouls était presque insensible et la voix complètement éteinte, quoique le malade fit comprendre par des signes d'yeux à son confesseur qu'il continuait d'entendre ses exhortations. Enfin, à 4 heures du matin, en voyant le dernier signe de vie qui venait de s'échapper de ce corps désormais immobile pour l'éternité, M. Alibert dit, en tirant une des mains de Louis XVIII hors du lit, « Le roi est mort ». À ces moments, le comte d'Artois, qui depuis 2 jours n'avait point quitté son frère, s'agenouilla devant son lit et lui baisa la main. Madame la duchesse d'Angoulême et mademoiselle en firent autant. Puis toutes 2, se jetant dans les bras du comte d'Artois, y demeurèrent pendant quelques secondes, fondant en larmes. Lorsque le nouveau roi sortit de la chambre du mort pour se rendre dans ses appartements, un héraut d'armes fit entendre 3 fois ce cri « Le roi est mort, messieurs, vive le roi !» À partir de ce moment, le roi de France s'appelait Charles X. Le 23 septembre, nous vîmes passer sous nos fenêtres le cortège du dernier roi que l'on devait conduire à Saint-Denis. Ce fut à propos de cette mort que Chateaubriand publia « Le roi est mort, vive le roi », c'est-à-dire un des écrits les plus faibles qui soit sorti de sa plume.
Ce fut à propos de cette mort aussi que Victor Hugo publia Les funérailles de Louis XVIII, c'est-à-dire une de ses plus belles odes. Nous n'avons pas besoin de demander la permission à nos lecteurs pour en citer quelques strophes. Un autre avait dit, de ma race, ce grand tombeau sera le port. Je veux, au roi que je remplace, succéder jusque dans la mort. Ma dépouille ici doit descendre, c'est pour faire place à ma cendre qu'on dépeupla ces noirs caveaux. Il faut un nouveau maître du monde, à ce sépulcre que je fonde, il faut des ossements nouveaux. Je promets ma poussière à ces voûtes célestes, à cet insigne honneur ce temple à seul des droits, car je veux que le ver qui rongera mes restes ait déjà dévoré des rois. Et lorsque mes neveux, dans leur fortune altière, domineront l'Europe entière, du Kremlin à l'Escurial, ils viendront tour à tour dormir dans ces lieux sombres, afin que je sommeille escorté de leurs ombres dans mon linceul impérial. Celui qui disait ces paroles croyait, soldat audacieux, voir en magnifique symbole sa destinée écrite aux cieux. Dans ses étreintes foudroyantes, son aigle aux serres flamboyantes eût étouffé l'aigle romain. La victoire était sa compagne, et le globe de Charlemagne était trop léger pour sa main. Et bien des potentats, ce formidable maître, dans l'espoir de sa mort par le ciel fut trompé. De ses ambitions, c'est la seule peut-être dont le but lui soit échappé. En vain tout secondait sa marche meurtrière, en vain sa gloire incendiaire en tout lieu portait son flambeau, tout chargé de faisceaux, de sceptres, de couronnes. Ce vaste ravisseur d'empires et de trônes ne put usurper un tombeau. Tombé sous la main qui châtie, l'Europe le fit prisonnier. Premier roi de sa dynastie, il en fut aussi le dernier. Une île où grondent les tempêtes reçut ce géant des conquêtes. Tyran que nul n'osait juger, vieux guerrier qui, dans sa misère, dut l'obole de Bélisère à la pitié de l'étranger. Loin du sacré tombeau qu'il s'arrangeait naguère, c'est là que, dépouillé du royal appareil, il dort enveloppé de son manteau de pierre, sans compagnon de son sommeil. Et tandis qu'il n'a plus de l'empire du monde qu'un noir rocher battu de l'onde, qu'un vieux saule battu du vent, un roi longtemps banni, qui fit nos jours prospères, descend au lit de mort où reposaient ses pères, sous la garde du Dieu vivant. Et le poète accordait encore trop à Napoléon en lui accordant ce vieux saule battu du vent, car juste en ce moment, les autorités de Sainte-Hélène ayant aboli le péage qui avait été établi d'abord, et que devaient subir ceux qui visitaient la tombe de Napoléon, M. Torbay, propriétaire du terrain sur lequel avait été enterré l'empereur, demanda, puisque ce corps ne lui rapportait plus rien, qu'il fût exhumé et transporté ailleurs. La contestation fut longue et Torbay menaçait de déterrer lui-même le cadavre de cet homme qui avait tout usurpé, quoi qu'en ait dit le poète, même son tombeau, et de jeter ses restes sur le chemin, lorsque le gouvernement décida que ce terrain serait acheté par la Compagnie des Indes 500 livres sterling à son propriétaire. Moyennant ce dédommagement accordé à M. Torbay, il fut arrêté que l'on visiterait désormais gratis la tombe de Napoléon. Nous avons déjà dit 3 fois que cet homme s'appelait M. Torbay, disons-le une 4e fois, pour qu'on ne l'oublie pas. Si quelque chose pouvait consoler d'une pareille honte l'humanité à laquelle M. Torbay se vantait d'appartenir, c'était l'accueil qu'après 40 ans recevait Lafayette en Amérique, où le transportait comme hôte de la nation le Cadmus, magnifique bâtiment de l'Union. C'était en effet un beau spectacle que celui d'une nation tout entière se levant et battant des mains pour recevoir un des fondateurs de la liberté. Dès le 11 janvier, sur la simple nouvelle d'un voyage de Lafayette aux États-Unis, une résolution ainsi conçue avait été prise par les 2 chambres sur la motion de M. Mitchell. Attendu que l'illustre champion de notre liberté et le héros de notre révolution, l'ami et le compagnon de Washington, le marquis de Lafayette, officier général volontaire dans la guerre de notre indépendance, a exprimé le vif désir de visiter notre pays,
à la liberté duquel sa valeur, son sang et ses richesses ont tant contribué, il est résolu que le président sera requis de transmettre au marquis de Lafayette l'expression des sentiments de respect, de gratitude et d'attachement affectueux que nourrissent pour lui le gouvernement et le peuple américain, et de l'assurer que l'accomplissement du désir et l'intention qu'il a de visiter ce pays sera accueilli par le peuple et le gouvernement avec une joie et un orgueil patriotique. Il est en outre résolu que le président s'informera de l'époque où il peut être plus agréable au marquis de Lafayette de faire sa visite et lui offrira un moyen de transport dans ce pays sur un bâtiment de la nation. C'est en vertu de cette offre que Lafayette s'était embarqué au Havre le 13 juillet à bord du Cadmus et après une traversée de 32 jours avait débarqué à New York le 15 août. Jamais fête nationale n'eut un plus beau et un plus saint caractère. L'Amérique du Nord, que Lafayette avait laissée peuplée de 3 millions d'hommes à peine, l'acclamait à son passage avec 17 millions de voix. Tout était transformé. Les forêts étaient devenues des plaines, les plaines étaient devenues des villes, et des milliers de bateaux à vapeur, dont le premier, au refus de la France, avait été lancé en 1808 par Fulton, sillonnaient ces fleuves grands comme des lacs, et ces lacs grands comme des océans. Ce n'étaient point là des villes factices, comme celles que Potemkin bâtissait sur la route de Catherine traversant la Crimée, non, c'était la civilisation moderne enjambant l'Atlantique comme un ruisseau et posant pour la première fois son pied sur le Nouveau Monde. Après 4 mois de fêtes données et d'honneurs rendus à l'ami de Washington, le 20 décembre, un comité spécial proposa un bill ainsi conçu. Qu'il soit ordonné que la somme de 200 000 $ soit offerte au major général Lafayette en récompense de ses importants services et en indemnité de ses dépenses dans la Révolution américaine, et qu'il soit affecté une portion de terre suffisante pour l'établissement d'une commune au major général Lafayette sur les terres non vendues, et que l'acte lui soit délivré par le président des États-Unis. Ce bill fut adopté par acclamation le 22 septembre à la Chambre des représentants et le 23 au Sénat. Constatons, avant de prendre congé de l'année 1824, que le 2 décembre de la susdite année, M. Draw et M. de Lamartine étant sur les rangs pour entrer à l'Académie, ce fut M. Draw qui fut élu et M. de Lamartine repoussé.